Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, votre émission sans langue de bois sur la sécurité. Comme vous en avez l'habitude, maintenant je vous propose 3 débats. On va commencer sur la sécurité aéroportuaire. Est-elle en péril? Ensuite, on parlera du suicide dans la police, comment stopper l'hémorragie. Et enfin, la sécurité de nos journalistes avec 2 invités exceptionnels, particulièrement concernés puisque menacés de mort. Christine Kelly de CNews et Bernard de la Villardière de M6. Alors, d'ici là, eh bien, on va parler des avions, on va parler de la sécurité aéroportuaire. Est-elle justement en péril? 2 années comateuses de crise Covid, de confinement cotonneux qui ont impacté les transports vers les cieux. Des vols amputés, annulés, le ciel n'est plus strié de ces traces blanches des avions. Le silence a remplacé le son des Airbus. Moins de vols, moins de passagers, moins de taxes perçues par les entreprises qui travaillent au bon fonctionnement des aéroports et donc à celle de la sécurité. L'aérien outragé, l'aérien brisé, l'aérien martyrisé, mais l'aérien bientôt libéré, on ne sait pas, on va le savoir. La sécurité aéroportuaire est-elle donc en péril? Sur le plateau, Jean-Baptiste Tello, président du César, le syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Face à vous, Georges Fenech, ex-magistrat. Bonjour Georges. Bonjour. Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire. Bonjour. Bonjour. Et Mike du blog Sécurité 83 629. Bonjour Mickaël. Alors, on va faire un état des lieux post-Covid, puis on débattra pour savoir si la sécurité aéroportuaire est en péril et quelles sont les solutions. On va démarrer peut-être, Jean-Baptiste, avec quelques chiffres pour essayer de concrétiser un petit peu ces propos sur la sécurité aéroportuaire. C'est combien d'employés aujourd'hui ? Alors la sûreté aéroportuaire, puisqu'on parle plus de sûreté aéroportuaire, à vrai dire, que de sécurité, puisque nous sommes sur la prévention du risque intentionnel. Donc la sûreté aéroportuaire, c'est 10 000 salariés en France aujourd'hui, qui opèrent sur l'ensemble des aéroports français et dans les dom-toms. D'accord. Voilà. Concernant la baisse des vols, je crois que c'est pas loin de moins 70%, moins 67,3% de passagers dans les aéroports français en 2020, c'est ça ? Tout à fait. Et la prévision 2021 ? Alors la prévision 2021, on est autour de moins 50 à moins 60%. Par rapport à 2019. Ouais. Toujours on compare par rapport à 2019. Et la prévision 2022, on est autour de moins 40%. Voilà. Donc on voit qu'on est sur une reprise quand même très progressive. Hein. Comme c'était annoncé depuis le début, on sait que ça va prendre au moins 3-4 ans avant de retrouver le trafic d'avant 2019, hein, avant crise Covid. Essentiellement, on a évidemment les restrictions sanitaires qui limitent beaucoup la reprise du trafic. Et puis surtout, dans le cas du transport aérien, on est confronté à la problématique d'alignement des mesures entre les pays. C'est ça qui ralentit beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir avoir une reprise dans les bonnes conditions, il faut que l'ensemble des pays alignent leurs mesures. Hein. Par exemple, début 2021, enfin sur une partie de l'année 2021, si l'Europe a réouvert le ciel aérien et le trafic aérien, le travel ban américain est resté actif pendant très longtemps et n'a été levé finalement que début novembre. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où selon l'évolution de l'épidémie, selon les régions du monde, il suffit que telle ou telle région se ferme ou s'ouvre, si tous ne se coordonnent pas en même temps, le trafic ne peut pas reprendre dans les bonnes conditions. Bien sûr. Georges Fenech, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais je pense qu'on est quand même à l'aube aujourd'hui d'une espérance nouvelle, puisqu'on nous annonce sortir bientôt de la crise, supprimer tout ce qui est passe sanitaire ou passe vaccinal d'ici peut-être quelques semaines. Hein. Donc on peut franchement espérer une reprise des vols aériens. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Alors tout à fait, oui. Tout à fait. Là, les planètes semblent s'aligner en ce début d'année 2022. Hein. On voit qu'on a une des restrictions qui diminuent significativement à l'issue de cette 5e vague. On peut espérer que ça reprenne. Après, alors c'est toujours modulo l'évolution de l'épidémie, hein, puisque Dieu sait qu'elle nous a réservé des surprises depuis le début. Hein. On est quand même à la 5e vague. Mais au-delà de ça, on a aussi la problématique dans l'aérien de la perte d'une part du trafic aérien, une perte qui est qui risque d'être définitive. Ah oui. Et c'est ça alors qu'on a du mal encore à évaluer, mais on se voit bien par les changements de comportement qu'on a une part du trafic qu'on a perdu.
Par exemple, on n'ira plus faire un aller-retour à Marseille pour la journée, pour une réunion, comme on le faisait avant, ou un aller-retour à Hong Kong pour 3 jours pour une réunion. Les visios ont fait beaucoup de mal. Les visios, alors on fait du mal. Alors après, encore une fois, tout ça, c'est difficile de commencer. On sait bien que derrière, il y a les enjeux environnementaux, et donc on a du mal à dire que c'est une mauvaise nouvelle. À court terme, pour le trafic aérien, c'est un changement qu'il faut absorber et qui est complexe, parce qu'on a perdu ce trafic, on va mettre des années à le récupérer, et surtout, c'est le trafic à plus forte valeur ajoutée. Donc pour toute la chaîne de valeur de l'aérien, c'est une problématique. Du coup, par rapport au pass vaccinal et sanitaire, avec la fin annoncée avant la présidentielle française, très, très opportun. Les autres pays, on ne sait pas s'ils vont s'aligner comme ça, comme nous. Par contre, en plus de la pandémie, du coup, en fait, où la sûreté aéroportuaire a beaucoup été impactée, arrive le deuxième impact sur la loi sur la transition énergétique, enfin sur le climat, où en fait on va interdire les vols domestiques inférieurs à 2h30, enfin, lorsqu'on peut faire du TGV 2h30. Ça aussi, ça va... Enfin, je sais qu'il y a eu un recours des aéroports pour annuler cette loi française. Alors, il y a effectivement cette loi, la loi française, qui a été combinée aussi à la condition qu'a posée le gouvernement pour l'aide à apporter à Air France. Puisque les fameux 7 milliards dont a bénéficié Air France pendant la crise étaient conditionnés à un certain nombre d'engagements, justement, dans la politique de développement durable, et notamment la réduction des liaisons de moins de 3 heures, les fameuses liaisons de moins de 3 heures en France métropolitaine. Alors après, ça pose la question aussi de ce qui s'impose aux autres compagnies. Parce que Air France, ça va être imposé à tout le monde. Fin mars, la loi elle est applicable. Et fin mars, on va avoir un arrêt de tous les vols domestiques, une interdiction, très simple. Et pour arriver jusqu'en 2025, il y a un arrêt total, une réduction totale. Donc ça va être un gros impact encore plus pour la sûreté aéroportuaire, j'imagine. Tout à fait. Enfin, ça contribue à l'ensemble du trafic aérien et donc, par rebond, la sûreté aéroportuaire, bien évidemment. Éric, vous vouliez... Oui, il y a cette question de fond. Alors, personne ne sait, en effet, quel va être l'impact de la modification des comportements. On dit 2024, 2025, on aura un retour à la normale, en fait. Personne n'en sait rien. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir l'industrie, parce que le service s'adapte, mais quand même, au niveau industrie, regardez le carnet de commandes d'Airbus, qui s'est entièrement reconstitué. Évidemment, ce sont des très grosses machines qui anticipent, donc on est quand même sur une anticipation qui est très positive du côté de l'industrie. Non, les questions qu'on peut se poser, que moi je me pose, c'est que sont devenus, on se le pose dans des tas de domaines avec le Covid, que sont devenus les 10 000 agents de sûreté aéroportuaire, comment ont résisté les différentes entreprises, car il y a des modèles d'entreprises qui sont extrêmement différents dans l'aéroportuaire, il y a du multiservice, il y a des entreprises qui sont quand même assez mono-sûreté. Voilà, là je pense qu'on a un tableau qui est assez éclaté, vous pourrez certainement nous confirmer. Alors, sur ces différents points, effectivement, il y a plusieurs typologies d'entreprises au sein de la sûreté aéroportuaire. Il y a 6 gros acteurs, 6 principaux acteurs, que sont Securitas via sa filiale, Ceris, le groupe Samsic UpSafe, ICTS et également le groupe Atalian via sa filiale. Alors, déjà, heureusement, la plupart de ces entreprises-là étaient adossées à des groupes solides, à des groupes importants et solides qui ont permis d'absorber le choc à court terme. Au-delà de ça, on a pu quand même bénéficier, il faut quand même le souligner, d'un accompagnement partiel d'une bonne partie des aéroports. Alors évidemment, il y a eu des comportements différents parce que chaque aéroport a pris sa propre posture sur l'accompagnement de ses prestataires face à la chute brutale des commandes. Mais globalement, on a eu un accompagnement qui a permis aux entreprises de passer la crise avec des pertes, bien sûr, avec un choc qu'il a fallu absorber, mais aucun des grands acteurs n'a été en danger immédiat de cessation d'activité. Ça, c'était très important. C'est un combat qu'on a mené au début de la crise, via le CESA, que je représente, qui a beaucoup sensibilisé les pouvoirs publics et nos donneurs d'ordre, l'Union des aéroports français, via l'Union des aéroports français notamment, pour prendre en compte cette importance d'assurer la continuité du dispositif de sûreté. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que la sûreté aéroportuaire est une délégation de service public, et donc à ce titre-là, il était essentiel d'assurer la continuité du dispositif de sûreté. Je voudrais qu'on explique un petit peu le système des taxes
passager perçu, comment ça fonctionne pour le grand public qui nous regarde, qui ne sait pas forcément? Il y a effectivement, quand on prend un billet d'avion, dans le coût de ce billet d'avion, il y a une taxe passager et qui permet de financer justement ces services? Alors tout à fait. En tant que délégation de service public, nous sommes financés par une taxe qui est prélevée sur les fameuses... C'est une partie des fameuses taxes d'aéroport qui sont prises sur les billets d'avion, sur chaque billet d'avion qui est acheté par chaque passager. Une quote-part dedans sert à financer, c'est une partie qui s'appelle la taxe de sûreté, qui sert à financer la sûreté, aussi bien la partie infrastructure, donc la partie équipement qui là dépend plus directement des aéroports, donc c'est tout... Évidemment les RICS, les PIF, les postes d'inspection filtrage, tous les différents équipements, mais aussi toute la partie humaine, toute la prestation humaine que je représente, c'est-à-dire toutes les sociétés de sûreté. Voilà. C'est un budget, la taxe de sûreté, c'est un budget environ d'1 milliard d'euros par an. C'est 14 € par billet, c'est ça? Non, c'est un peu moins que ça. Ça varie, c'est moins que ça. Voilà, c'est difficile de donner un montant, mais c'est dans cet ordre de grandeur-là, c'est autour de 10 €. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Georges? Non, parce que effectivement, même si en volume le trafic aérien s'est réduit drastiquement, on espère évidemment qu'il reprendra, la menace, elle existe toujours autant. Et donc les agents de sûreté qui sont, rappelons-le, agrémentés par les préfets, par le parquet, etc., formés, on a une nécessité de maintenir ces quelques 10 000 agents qui manifestement ont été maintenus, si j'ai bien compris. Alors grâce effectivement, aux efforts des uns et des autres. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, je ne suis pas allé au bout du poil là-dessus. Donc les entreprises ont tenu et nous avons pu éviter des plans sociaux, ce qui était une condition sine qua non, surtout dans nos métiers de service. On sait que les plans sociaux, c'est quand même presque fatal pour les entreprises, surtout à cette échelle. On a pu maintenir les compétences, ce qui était essentiel, parce que comme vous le soulignez à très juste titre, au-delà de la formation, qui est longue, il y a tout un processus d'agrément qui rajoute encore plus. Grosso modo, entre le moment où on choisit de recruter un agent et le moment où il arrive sur le terrain, il s'écoule 6 mois. Donc c'est des processus assez longs de redémarrage qui font qu'il n'était pas question de démanteler tout le dispositif de sûreté tel qu'il existait. Il fallait absolument garder les compétences, garder les agents, ce qu'on a pu faire grâce aux différentes, à la fois mesures gouvernementales, mais aussi également les accompagnements des aéroports. Les aides de l'État, mais en juin 2020, vous déclariez au magazine Décideur, avec la crise, les compagnies aériennes qui ont des problèmes de trésorerie ne reversent plus les taxes collectées. Donc ça, c'était une vraie problématique financière, entre autres. Tout à fait. Comment ça s'est dénoué? Alors la mécanique de la taxe de sûreté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est prélevée sur les billets d'avion. Donc elle est collectée par les compagnies aériennes. Bien sûr. Comme la TVA, quoi. Qui l'ont gardée pour elles. Comme la TVA, c'est les sociétés privées qui collectent la taxe, qui ensuite la reversent. Ce qui n'était pas le cas. Alors, ce qui n'était pas le cas, c'est qu'il y a un moment, les compagnies aériennes, au début de la crise, une large part des compagnies aériennes, qui étaient en situation critique en termes de trésorerie, ont gardé tout ce qu'elles pouvaient comme trésorerie, y compris la taxe. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une bonne partie de l'année 2020, ça s'est débloqué fin 2020, heureusement, mais c'était... Chacun pour soi, quoi, c'était. Ah ben, pas chacun pour soi. Ça donne un peu cette impression, quand même. C'est sûr que, d'ailleurs, c'était une des grandes problématiques, si on s'en rappelle, au début de la crise, c'était une des grandes problématiques et préoccupations du gouvernement, c'est qu'il y ait une rupture des trésoreries, avec toutes les entreprises qui gardent leur trésorerie, les délais de paiement qui s'allongent, et que ça grippe complètement la machine financière économique, même à tous les niveaux en France. Et la taxe en faisait partie. À l'époque, l'État pouvait disposer de moyens de pression, comme l'immobilisation des avions. Est-ce que ça a été fait, justement, pour les presser à reverser cette taxe? Au début de la crise d'immobilisation Elle des était de toute avions, façon à la limite, vous rendiez service aux compagnies aériennes, puisque leur problématique c'était où est-ce que je parque mes avions, parce qu'il faut bien savoir que pour les compagnies aériennes, c'était aussi ça la problématique. Qu'est-ce que je fais de tous les avions qui ne volent pas? Parce qu'un avion au sol, au-delà du fait qu'il ne rapporte pas, coûte très cher, puisqu'il y a les frais de parking, etc. Entretien, frais de parking, etc. Donc, à la limite, ça leur rend des services presque en immobilisant leurs avions. De toute façon, ils les Et du coup, avec la loi sur la sécurité globale de mai 2021, où ils ont rajouté une condition supplémentaire pour former les agents de sûreté aéroportuaire, où en fait ils imposent maintenant c'est une promesse d'embauche. Est-ce que ça va pas être un frein
au recrutement, justement, par rapport aux agences que vous avez besoin? Parce que j'imagine qu'il y a eu du turnover, parce que les gens, enfin, vous avez eu la perte, forcément. Ou ils étaient au chômage partiel en attendant que ça reprenne tranquillement chez eux, ou ils ont... Alors, on a eu une double érosion. Il y a eu une érosion de départ, effectivement, hein, puisqu'il y a quand même eu un peu d'érosion forcément. Hein, comme dans tout secteur d'activité, on a vu que on a des effets de démission, de gens qui se reposent des questions après des mois d'inactivité. Donc on a eu quand même cette érosion qui est significative. Donc vous avez raison. Aujourd'hui, à l'approche de la saison été 2022, qui s'annonce plutôt correcte dans le contexte actuel, voire bonne, on pourrait dire, on a cette problématique de reprise. Où là, on se retrouve à devoir réembaucher. Alors, réembaucher pour absorber un pic estival, donc on est moins sur du CDI que sur des contrats temporaires, entre guillemets. Mais déjà là, il va falloir recruter, remobiliser un peu les équipes, et ça, c'est déjà un gros challenge qu'ont l'ensemble de nos entreprises. Après, vous avez raison, il y a intégré dans la loi de sécurité globale, il y a cette intention d'embauche, hein, qui prévoit qu'un agent, pour rentrer en formation, doit avoir une lettre d'intention d'embauche d'une société. Du coup, ça, car les personnes qui sont au Pôle emploi, des choses comme ça, qui veulent intégrer ce métier-là, ils peuvent plus se former comme ça, on va dire, dans la masse. Effectivement, il faut qu'il y ait une intention d'embauche. Voilà. Alors, il faut juste rappeler quelle était l'origine de cette loi. L'origine de cet article de loi, il était vertueux. C'était à la suite du constat que la DGAC, mais comme nous faisions professionnels, qui y avait, alors c'était avant la crise, il faut se remettre dans le contexte d'avant-crise, il y avait jusqu'à 2 à 3 fois plus d'agents formés que de besoins de la profession. Donc ça posait quand même une problématique de fond qui était à quoi servaient tous ces agents qu'on formait, qui ne correspondaient pas à un besoin de la profession. À financer les transformations et les filiales de sociétés, j'imagine. Effectivement, il y a de l'auto-entretien, si, Michael, c'est bien de le dire. On ne va pas se mentir, il y a un peu d'auto-entretien, de remplissage de chiffres, on fait des chiffres, il y a des fonds de formation à utiliser, il y a des centres de formation à faire tourner, voilà, hein, ça c'est clair. Et au-delà de ça, ça posait quand même une problématique d'avoir tous ces agents dans la nature, formés à toutes les procédures de sûreté en aéroport, et qui n'exerçaient pas dans la profession. Ça pose forcément une problématique de sûreté d'ordre global. Donc c'est pour ça qu'a été mis en place cette lettre d'intention d'embauche. Après, vous avez raison, ça pose quand même, on voit que c'est à anticiper en vue de la montée en puissance pour la saison été, parce qu'il y avait quand même un pool d'agents sur le marché de l'emploi formés. Un panier, Un panier, entre guillemets, que celui-là, on a beaucoup moins et qui s'est globalement tari. Donc on avait tendance à taper un peu dedans, hein, on ne prenait pas tout, comme je vous le disais, mais c'était quand même aussi une ressource d'embauche. Donc ça, il va falloir être très prudent. Et du coup, le CESA aussi, vous avez fait une bonne démarche, c'est-à-dire vous avez reculé par rapport à la prime annuelle, vous avez voulu la conditionner. Là, du coup, il y a eu une machine arrière, parce qu'il y a eu une menace de grève, tout ça. Du coup... Alors, effectivement, on a eu, le CESA a engagé en fin d'année, fin 2021, fin d'année 2020, pardon, une négociation sur la PASA, qui est la prime de sûreté aéroportuaire, qui est une prime que touchent les agents de sûreté aéroportuaire. C'est équivalent à un 13e mois ou pas, non? C'est qui est de combien? C'est pas tout à fait un 13e mois, c'est... pardon? Qui se monte à combien cette prime? Alors c'est équivalent à un mois de salaire. D'accord. Et qui était conditionné uniquement à la présence au 31 octobre. C'est un vieux reliquat. Ça fait 20 ans qu'on essaye, pas loin de 15 ans, qu'on essaye de changer cette prime qui, dans son critère d'attribution, n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement. Juste la présence au 31 octobre. Donc sur un jour, être présent le 31 octobre, ça... C'est-à-dire que vous pouvez être présent 360 jours de l'année, vous loupez juste le 31 octobre, vous n'avez pas la prime. En revanche, celui qui ne travaille pas de l'année et qui vient juste le 31 octobre, il la touchera. Moi, on peut se dire, c'est que cette prime n'est pas très équilibrée, équitable ni vertueuse. Et du coup, vous avez fait machine arrière pour garder... Alors, nous avons voulu la revoir, et je fais très tout court, Alexandre, excusez-moi, parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels sinon on peut... mais l'objectif du CESA, c'était de revoir cette prime pour la rendre plus vertueuse et pour justement favoriser les agents qui sont présents, rééquilibrer les critères d'attribution pour que justement l'agent qui était présent 3/4 de l'année, mais qui malheureusement a eu un accident de la vie le 31 octobre, puisse la toucher malgré tout, et inversement, ceux qui ne sont pas présents tout au long de l'année, voilà. C'était l'objet de cette négociation. Malheureusement,
Elle a été mal interprétée et nous n'avons pas réussi à convaincre la base, comme on dit, du côté vertueux de cette négociation. Pour conclure de façon un petit peu plus générale, sachant que le chiffre d'affaires a terriblement baissé, celui de la sécurité aéroportuaire, de la sûreté, pardon, a baissé quasiment de 40% en 2020, tout à fait les chiffres. Quel avenir à court terme? Est-ce que ce métier est en péril? Alors non, ce métier n'est pas en péril, dans le sens où... Du fait aussi des lois climat, etc., tout ce qui se prépare. Il y a plusieurs notions à péril. Hein. Il y a le péril financier, il y a le péril de l'avenir de la profession. L'avenir de la profession, on ne pourra jamais se passer de sûreté aéroportuaire. Hein, comme vous l'avez dit, Georges, juste avant, malheureusement, la menace, elle est là. Elle est toujours là. Elle est plus présente que jamais, hein, même on pourrait-on dire. Donc, évidemment que la sûreté aéroportuaire restera indispensable, tout comme le trafic aérien restera une réalité. Pareil aussi, hein, il y a une période au moment de la crise, on a commencé un peu à enterrer le trafic aérien, il faut trouver des alternatives. Bien sûr que non, les gens aspireront toujours à voyager, aspireront toujours à découvrir le monde. Donc bien évidemment, la sûreté aéroportuaire liée au transport aérien ont un avenir devant eux. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Théo. Voilà, on se retrouve sur le plateau d'Agnews Sécurité pour la deuxième partie de l'info à chaud sur le thème de protéger nos journalistes dans le pays des libertés où celle de la presse devrait être sanctuarisée. Des journalistes médiatiques ou non sont conspués, agressés, menacés de mort. La liberté de penser de Voltaire est déjà sacrément bafouée depuis quelque temps. La fameuse citation « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » s'efface derrière la peur de s'exprimer. Et la liberté de la presse, l'un des derniers bastions des valeurs bleu, blanc, rouge, est sérieusement maltraité. Après la diffusion, le 23 janvier dernier, d'un numéro de Zone Interdite sur M6, intitulé « Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État », la journaliste Ophélie Meunier a été menacée de mort. Elle est aujourd'hui placée sous protection policière. Menaces de mort d'islamistes, d'extrémistes de droite ou de gauche, de groupuscules ou d'individus dérangés. Jusqu'où ira-t-on? Nos journalistes vont-ils pouvoir continuer à nous informer sereinement ou vont-ils être obligés de se plier au parfum actuel du sans opinion ou du silence? Comme le disait Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis, notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Voilà, mes invités, eux aussi, sont menacés de mort. J'ai le plaisir de recevoir Christine Kelly, journaliste sur CNews. Bonjour. Bonjour. Merci Christine d'être là. Vous présentez Face à l'info. Face à vous, et non pas Face à l'info, Bernard de la Villardière, journaliste et producteur sur M6. Bonjour. Bernard. Vous présentez Enquête exclusive. Et toujours avec nous, Georges Fenech et Éric Chalumeau. Merci d'être là. Voilà, alors déjà, je voulais parler de votre condition actuelle. Vous avez été victime, Christine, de menaces à votre arrivée sur CNews, puis après le départ d'Éric Zemmour de l'émission. Comment se sont concrétisées ces menaces ? Comment se sont-elles concrétisées? C'est-à-dire, quel genre de menaces j'ai reçues? Exactement. Au tout début de l'émission, il y a eu une telle rage contre l'émission, des manifestations devant l'émission, des articles très violents, des articles de presse très violents. Et j'ai eu 4 courriers, 4 à mon travail, 3 à mon domicile, avec des menaces de mort, me menaçant tout simplement de m'égorger si j'allais tel ou tel endroit, etc. Bon, voilà. J'ai déchiré les courriers, les menaces se sont calmées, elles ont ressurgi après le départ d'Éric Zemmour, lorsqu'Éric Zemmour s'est déclaré candidat à la présidentielle. Et là, voilà, il y a eu encore quelques menaces. Là, j'ai porté plainte. Et ça suit son cours. Ce qui n'avait pas été le cas lors des premières menaces. Hein, je n'avais pas porté plainte. Je n'avais pas porté plainte. Donc aujourd'hui, vous êtes sous protection policière? Aujourd'hui, je suis sous protection. Ouais. Policière ou pas, je préfère ne pas dire, ne pas donner d'informations sur ceux qui m'entourent. Ouais. En tout cas, ça fait bientôt 1 an que je suis accompagnée par 2 personnes toute la journée et je suis
Au départ, on me l'avait proposé, même Emmanuel Macron m'avait fait recevoir à l'Élysée, lorsque j'avais reçu des menaces de mort en tant que journaliste, il me disait que pour la liberté d'expression, il n'admettait pas que des journalistes soient menacés de mort pour leur travail. Et à ce moment-là, bon, je n'avais pas porté plainte et il m'avait dit de revenir le voir si jamais les menaces poursuivaient. Et là, finalement, donc j'ai porté plainte et quelque part, c'est une sorte de soulagement dans mon accompagnement au quotidien. D'accord. Bernard, vous aussi, vous avez été également menacé de mort et semble-t-il encore fréquemment. Je crois que c'était par le terroriste qui avait assassiné un couple de policiers à Magnanville. Vous avez été sous protection policière à l'époque ? Oui, absolument. C'était un couple, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, je tiens à rappeler leur nom, qui habitaient à Magnanville. Et le fameux, tristement célèbre Larossi Abala les a agressés à leur domicile, les a égorgés, les a tués. Heureusement d'ailleurs, il n'a pas exécuté leur fils de 3 ans. Ouais. Mais quel héritage, ouais. Quelle souffrance pour ce petit garçon qui doit avoir maintenant 7-8 ans. Et je pense souvent à lui, vraiment. Et Larossi Abala, avant d'être abattu dans l'assaut du raid, a laissé un message sur Facebook en appelant à assassiner un certain nombre de gens, dont Gilles Kepel, 2 ou 3 autres journalistes. Et puis, me concernant, il m'avait réservé un sort particulier ouais. Puisqu'il avait dit, Bernard de la Villardière, allez le tuer chez lui, tuez-le, tuez-le. Donc j'ai eu un coup de fil du ministère de l'Intérieur, de Bernard Cazeneuve, ouais. Qui m'a demandé d'accepter ma protection, parce que dans un premier temps, je l'avais refusé à un de ses collaborateurs qui m'avait appelé le lendemain. Il avait laissé un message sur Facebook, donc Larossi Abala, qui était inspiré par un garçon qui s'appelle Rachid Kassim, dont on reparle beaucoup ces jours-ci, puisqu'il est aussi cité dans le procès sur l'assassinat du père Hamel. Rachid Kassim a été tué quelques mois plus tard, en 2016, d'après les services de renseignement français, dans le bombardement par un Rafale d'un immeuble de Baghouz, qui était le dernier réduit des soldats de Daesh à l'époque. Daesh était en train de tomber. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit au ministère de l'Intérieur, je préfère me séparer de cette protection. J'ai fait une lettre en demandant au ministère de l'Intérieur de me décharger de cette protection, parce que c'était une manière aussi pour le ministère de l'Intérieur de se protéger, parce qu'eux souhaitaient plutôt poursuivre. Mais pour vous raconter une anecdote, à l'époque, je tournais un film enquête exclusive en Seine-Saint-Denis, j'avais besoin d'aller en Seine-Saint-Denis, en plein jour, pour faire des interviews. Et les 2 policiers qui m'accompagnaient m'ont dit il faut qu'on en réfère au ministère de l'Intérieur, à notre chef de service. Le chef de service m'a appelé, il m'a dit mais monsieur de la Villardière, vous n'y pensez pas. Même si je vous mets 6, 8, 10 hommes, il n'est pas question que je les expose en les envoyant avec vous tourner en Seine-Saint-Denis. C'est vous dire quand même, c'était incroyable. Je suis tombé de ma chaise. Non, mais c'est vous dire si vraiment, où en est la situation aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus sous protection policière. Hein. Je suis plus sous protection policière, parce qu'au bout de quelques mois, j'y ai renoncé par courrier. Voilà, en revanche, je sais qu'il y a quelqu'un au ministère de l'Intérieur, pour moi et comme pour d'autres, qui surveille mon profil et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, encore une fois, je vous rappelle que Rachid Kassim, qui a supposément été tué, est aussi l'inspirateur du meurtre du père Hamel. Donc c'est une affaire sérieuse. Alors par contre, ce que je tiens à raconter aussi, c'est qu'il va y avoir un procès sur l'assassinat de ces 2 policiers, ce couple de policiers, et que j'ai voulu, à une époque, me porter partie civile. À l'époque, on a désigné un juge d'instruction pour ça. Eh bien, le juge d'instruction a estimé que la menace était éteinte et que donc je n'avais pas le droit de me porter partie civile. C'est génial. Il y a le ministère de l'Intérieur qui me dit « vous êtes en danger, on vous met sous protection ». Et le ministère de la Justice, enfin le juge d'instruction, qui estime que non, que la menace est éteinte et que c'est pas possible. C'est une contradiction, mais invraisemblable. Et ça m'a énormément choqué. Et d'ailleurs, je crois que j'ai la possibilité de me porter partie civile au moment où le procès sera audiencé. Et je ne vais pas me priver de le faire. En tant que victime, bien sûr, de ces menaces, bien sûr. Vous êtes partie civile dans l'affaire. Mais ce statut de victime ne est pas Et je suis un peu étonné de cette position du juge d'instruction qui est contradictoire. Ouais, complètement. Pour moi, celle qui est importante, c'est celle de nos services, qui eux sont chargés de la sécurité. Le juge d'instruction instruit des affaires, il n'est pas chargé de la protection. Alors quel est votre quotidien aujourd'hui? Parce que vous continuez à être menacé, Bernard. On a vu des vidéos qui traînent entre autres sur Internet, où effectivement vous êtes dans des quartiers difficiles et vous êtes entouré de groupes qui vous menacent. C'est hyper compliqué, j'imagine. Je peux me permettre, ce qui est interpellant dans ce qu'il dit,
c'est le fait qu'ils ne puissent pas aller à Saint-Denis ou ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut une protection pour protéger les policiers qui le protègent. Non, mais c'est grave pour la liberté de la presse. C'est grave pour la liberté d'expression. C'est grave pour la liberté du journaliste. On en est arrivé là, aujourd'hui, en 2022. C'est très grave. Je ne sais plus quelle est votre question. Non, de savoir si vous continuez, effectivement, dès que vous allez sur le terrain, à être menacé. Voilà, il y a quelqu'un qui surveille mon profil, comme d'autres journalistes qui ont été exposés à des menaces de mort au ministère de l'Intérieur. Je suppose que c'est ton cas, et également Christine, bien évidemment. C'est surveillé comme le lait sur le feu, hein, bien évidemment, par les services. Non, je ne suis pas protégé. Non, mais je fais attention. Mais vous continuez d'être menacé. À la période du Covid-19, oui, mais ça, c'est sur Twitter, s'il y avait de nouveau une menace émanant d'un soldat de Daesh, je pense que ce serait pris en considération. Pour l'instant, ce sont des menaces, en effet, sur Twitter, mais de la part de gens qui sont en France, sans doute, et qui se déchaînent. Voilà, c'est vrai que, comme j'ai fait ce film sur l'islamisme il y a 5-6 ans, on m'a attribué la paternité du film qui est passé récemment sur M6, qui est faux, parce que c'est pas moi qui l'ai produit. En revanche, à ce moment-là, ça s'est de nouveau déchaîné. Voilà, donc j'ai été une victime collatérale de ce fameux sujet qui est passé dans Zone Interdite, qui était un formidable reportage. Mais quand on voit ce que cela entraîne, voilà, par de mesures de protection auprès d'Ophélie Meunier, qui a 35 ans, qui vit une situation pas facile. Du coup, on comprend que les chaînes se posent des questions, ou que les médias, de manière générale, quand elles font des sujets on hésite à faire des reportages sur l'islamisation et sur la progression de l'islamisme en France, parce qu'on sait quelles sont les conséquences. C'est la mise en péril des gens qui traitent de ces sujets. Et donc, du coup, c'est une espèce de censure qui ne dit pas son nom, finalement. Eric, comment marche le service de protection, le SDLP, celui qui protège des personnalités, comme peut-être Christine ou Bernard à l'époque? Alors, vous l'avez abordé, et avant qu'on ait cet échange, alors je ne vais pas dire le nom, de toute façon c'est un ancien directeur de ce service, qui a une grande expérience dans la police, et qui me disait une chose qui nous fait réfléchir. Il disait, c'est quand même très singulier que ce service public de protection qu'on appelait avant, vous voyez, les changements d'acronymes sont significatifs. Protection des personnalités, non? Et avant, les VO. Donc c'était vraiment un service très officiel qui ne ciblait que les dirigeants de la République et les hôtes étrangers de la France. Ensuite, il est devenu service de protection des hautes personnalités. Donc on a ajouté, et c'était notamment au moment des attentats rue des Rosiers, où il y avait des religieux, des rabbins menacés. C'était quand même des attentats dirigés en large partie au moment de la cause palestinienne et d'autres causes, mais très dirigées contre, on va dire, les communautés, la communauté israélienne. Et il me dit, il y a eu ce glissement, et maintenant le service s'appelle le service de la protection. Donc vous voyez que c'est très large. C'est très large. Et VO, ça voulait dire quoi? Voyage officiel. C'est bien ça. Voilà. Moi, je me rappelle de l'époque voyage officiel. De l'époque voyage officiel. Deuxième remarque de cet ancien directeur, il m'a dit, tu sais, à l'époque, les journalistes, il fallait surtout qu'ils se protègent de l'État. Qui les surveillait, voire qui les écoutait, voire qui les menaçait avec certains services. C'est l'affaire des écoutes sous François Mitterrand, qui n'avait indigné personne, en tout cas à gauche à l'époque, alors qu'une affaire pareille surgirait aujourd'hui, ce serait un vrai scandale. Un vrai scandale. Donc, il me dit, bon, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Turquie, on est en France, et maintenant c'est une autre forme de menace qui pose des problèmes remarquablement compliqué, d'abord d'évaluation de menaces, vous l'avez dit, donc en effet il y a une veille de ce service, avec l'UCLAT qui dépend de la DGSI, qui fait l'évaluation des menaces. Alors ils ont une classification, parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre... bien sûr. Ça va de 1 à 5, je crois, ou de 1 à 4. Oui, de 1 à 4, avec un plus, si vous voulez, donc il y a cette classification de la menace. Après, il y a aussi, je ne dis pas que c'est contractuel, mais il y a aussi l'adhésion du journaliste, en l'occurrence, de la personnalité. Il faut adhérer à quelque chose qui est quand même extrêmement contraignant. Et après, il y a ce que les techniciens appellent la profondeur de la protection. C'est-à-dire, est-ce que c'est, entre guillemets, seulement un véhicule qui vient vous chercher de manière spécifique pour vous accompagner, ou est-ce que c'est une protection profonde? Là, vous êtes... Quasi 24 sur 24. Les enfants, la famille, des magistrats ont été ainsi protégés bien avant les menaces islamistes. Moi, j'ai connu un juge d'instruction
Bruguière. Bien connu. Jean-Louis Bruguière, Bruguière, j'en ai connu un autre à Grenoble, Esbuche ou à Lyon. Oui, c'est plus ancien, ça. C'était des crimes crapuleux. Il avait 5 enfants. Donc il fallait beaucoup de monde pour le protéger. Donc aujourd'hui, c'est quand même très nouveau. C'est très nouveau de devoir protéger des journalistes avec ces conséquences que vous venez de dénoncer sur cette autocensure qui est comme une espèce de brouillard dont on ne sait pas exactement jusqu'où. Alors je voudrais ajouter que oui, évidemment c'était contraignant, mais en même temps c'est une aventure humaine incroyable parce que moi, comme j'ai été une protection temporaire, je changeais de policier tous les 2 ou 3 jours. C'était jamais vraiment les mêmes équipes. Ça finissait par revenir au bout de quelques semaines. Et donc j'ai noué des liens avec certains d'entre eux, mais c'était une manière, ils me racontaient leur métier, bien évidemment, ce qu'ils avaient fait avant. Et notamment, ils avaient été beaucoup dans les bacs. Et je me souviens de leur pessimisme quand je leur demandais, bon, vous avez travaillé en banlieue, dans certaines cités, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me souviens de leur regard dans le rétroviseur, parce que j'étais sur la banquette arrière, ils me disaient, mais monsieur, c'est foutu, la guerre est perdue, c'est fini, c'est trop tard. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles souvent ils avaient quitté les bacs, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient désespérés d'être noyés sur la procédure judiciaire, et donc ils pensaient pantoufler au service de la protection, sauf que malheureusement, il faut les saluer parce qu'ils sont encore en service, ils font beaucoup d'heures sup, et ils ont mis un certain temps à les récupérer. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient tous récupéré. Et ce qui est aussi nouveau, c'est que pour le pouvoir politique, ok, il y a l'UCLAT qui évalue les menaces, mais aujourd'hui, politiquement, c'est très compliqué de dire non à une protection. Il y a quand même eu le précédent de Franck Lassolaro, donc policier de Charlie Hebdo, mort, et la préfecture de police est encore traumatisée. Le fait qu'il y ait eu un dispositif, vous savez qu'il y avait un dispositif de policiers en tenue devant Charlie Hebdo, à un moment donné, il a fallu le lever parce que ce sont des dispositifs H24 avec 2 à 3 policiers très coûteux, et les faits se sont passés 3 mois après. Et normalement, il y aurait dû avoir 2 policiers, un autre était allé chercher, sorti, etc. Et ce traumatisme-là, pour le politique, il est considérable. C'est-à-dire l'évaluation de la menace, elle est aujourd'hui extrêmement difficile. Mais ce qui est important, c'est le poids de cette menace sur la parole publique. Y compris sans doute des maires, des députés, des élus de manière générale, mais aussi des journalistes. C'est ce qui m'interpelle. Et des médias. Ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'interpelle, c'est effectivement les médias muselés, l'autocensure. Moi, j'ai été dans des émissions où on entend les chroniqueurs qui disent « moi, je ne parle pas de ce sujet-là ». Ah non, mais c'est le sujet non, je n'en parle pas, j'aurai des menaces de mort. Donc il y a une véritable autocensure. Il y a une véritable autocensure, et ça, ce sont des chroniqueurs, mais il y a aussi des médias, comme le disait Bernard, Bernard disait qu'ils peuvent se poser la question ou qu'ils hésitent. La plupart des médias, ils n'hésitent pas, ils n'en parlent pas du tout. Ils préfèrent. Non, mais c'est vrai. Ils ne parlent pas de sujet. Non, mais c'est vrai. Ils préfèrent ne pas en parler. Y compris le service public. Depuis combien de temps le service public ne s'est pas intéressé à ce sujet? Et regardons Ophélie Meunier. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a par exemple des animateurs, des chroniqueurs qui vont prendre position sur un sujet et qui vont être victimes de menaces de mort. Mais maintenant, on voit que la menace de mort s'est déplacée. Elle est même là où on ne prend pas position. Depuis quand m'a-t-on vu prendre position en faveur d'un sujet? Je veux dire, j'ai mes idées, mais à l'antenne, jamais je n'ai donné mes idées. Et pourtant, je subis des menaces de mort. Depuis quand Ophélie Meunier a donné son idée, son position sur un sujet ou un autre? Donc la menace de mort s'est déplacée, et ça, c'est une alerte. Le fait que la menace de mort se déplace entre la prise de position, la prise d'opinion et juste le poste d'observation, la description. Et ça va jusqu'à la compromission, voire la lâcheté sémantique. Parce que le nombre de médias dans lesquels, tout d'un coup, on dit... Je me souviens d'un jour, sur une radio de service public, où on parlait de l'individu s'était radicalisé religieusement 3 mois plus tôt. Au lieu de dire que il s'était islamisé, enfin il avait versé dans le djihadisme ou dans le salafisme. C'est radicalisé religieusement. Non mais c'est génial. Un type qui se radicalise religieusement, c'est un gars qui rentre au monastère, qui devient soufi, ben, tu vois, voilà, qui devient un grand mystique. Non mais là, plutôt que d'employer le terme islamiste, on dit il s'est radicalisé religieusement. Alors que l'islamisme, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une idéologie. Est-ce que justement on connaît les types de profils de vos menaceurs? Non. Non. Bah, moi, je vous ai parlé de Rachid Kassim, soldat français de Daesh, qui était un recruteur et un donneur d'ordre, chef de réseau. Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'on travaille sur le dossier? Est-ce qu'on essaye de les intercepter?
Le fait que j'ai porté plainte. Les menaces que vous avez reçues, parce que j'imagine c'est sur votre téléphone. Oui, sur mon téléphone, mail. sur mon téléphone personnel, sur mon mail personnel. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte. En fait, c'est vraiment l'avocat qui a porté plainte. Donc ça peut être traçable. Moi, je ne vais pas vous cacher que le simple fait de passer 3h30 pour déposer plainte, plus 3h30 chez le psy, plus 3... Je ne voulais pas porter plainte uniquement pour ça. Finalement, mon avocat m'a dit tu portes pas plainte, je le fais pour toi. J'ai quand même passé 3h30 à la préfecture de police, 3h30 chez le psy. Non, mais ça, c'est très chronophage. Et après, on espère aussi avoir de résultats. Donc c'est intéressant de voir aussi toute la mécanique. Parfois, on ne va pas porter plainte juste parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. En tout cas, ils sont sur la piste. Mais il faut faire de la résistance et donc il faut aller porter plainte et prendre le temps pour ça. Je l'ai fait aussi pour donner exemple parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont menacées de mort. Il faut que je le fasse pour montrer l'exemple. Exactement. Georges, qu'est-ce que risquent les menaceurs? Les menaceurs? Oui. Une menace de mort, c'est prévu par la loi. Hein. Je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement. 5 ans, c'est un délit. Prévu, voilà. Mais quand on parle de profils, moi je vais vous en donner 2 profils, hein, les frères Kouachi. Hein. Ceux qui ont massacré des journalistes en France. On a eu des journalistes massacrés en France, qui était quand même sans précédent. Donc je crois que là, vraiment, la question qui se pose, elle a très bien été soulevée par Christine Kelly, c'est est-ce que ça a un impact sur la liberté d'informer? Moi, je constate aujourd'hui que depuis l'affaire Charlie Hebdo, combien de journaux ont publié des caricatures ou s'aventureraient à publier des caricatures? L'Express. L'Express. Donc vous voyez bien qu'au final, finalement, ça constitue un frein, une autocensure quelque part, ce qui est nouveau dans notre pays. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. J'aime bien, moi, reprendre toujours la formule de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que la liberté de la presse, c'est la chienne de garde de la démocratie. Si on recule si aujourd'hui on se freine pour aller faire des reportages dans tel ou tel endroit, ça veut dire que quelque part, ceux qui menacent ont avancé eux-mêmes, voyez-vous. Donc je ne sais pas quelle serait la solution, mais en tout cas, il faut rester extrêmement ferme pour défendre cette liberté. D'autant plus que la liberté d'expression a des garde-fous dans la loi, qui sont clairs. L'incitation à la haine, notamment. Donc, elle est bien encadrée et à l'intérieur de ce cadre, il y a toute une marge et il faut absolument laisser la liberté d'expression exister. Et c'est elle qui protège la société, c'est elle qui protège les esprits, c'est elle qui développe l'esprit critique, c'est elle qui permet justement d'avoir une démocratie équilibrée. Maintenant, on va clairement vers une démocratie qui n'a plus tous ses piliers, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et on est en train d'applaudir l'effondrement de notre démocratie. Que font les politiques? Que fait le législateur? Que font-ils pour monter au front, pour justement protéger notre démocratie par rapport, pour qu'elle puisse avoir la liberté d'expression? On ne se rend pas compte à quel point avoir 4 personnes, 4 opinions différentes sur un plateau, 4 points de vue différents, ça permet l'équilibre de points de vue, l'équilibre de l'esprit critique et l'équilibre dans la société. Alors, vous êtes des personnalités médiatiques en tant que journaliste, mais il y a aussi les journalistes de terrain. On l'a vu récemment avec des journalistes de l'AFP qui couvraient un rassemblement anti-pass vaccinal du mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, qui ont été menacés, agressés par des militants d'extrême droite et qui ont été sauvés d'extrême justesse par leurs agents de sécurité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes aussi, hein, sur les journalistes de BFM qui ont été agressés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Un journaliste de Livre Noir qui a été agressé récemment aussi dans une manifestation. Est-ce qu'aujourd'hui... Pour le comité Adama Traoré, je crois d'ailleurs. Il y a quelques jours. Comment s'organisent les rédactions pour envoyer leurs journalistes sur le terrain? Est-ce qu'on fait appel à la sécurité privée? Est-ce qu'on prend justement des... c'est ce que fait BFM, je crois, aujourd'hui. CNews aussi. Et CNews également. Le service public aussi, France Télévisions, ils font appel à des sociétés de sécurité privée, bien sûr, qui protègent et encadrent les journalistes sur le terrain. Et on l'a vu beaucoup à CNews, fait dans les rédactions, pendant la manifestation des Gilets jaunes. Et je vous avoue qu'en tant qu'ancien membre du CSA, en tant que journaliste, en tant que tout ce qu'on veut, en tant que femme, en tant que tout, j'ai été choquée de voir des journalistes de la rédaction partir accompagnés avec des agents de sécurité pour couvrir l'information, pour couvrir une manifestation. Je veux dire, c'est quand même juste, on marche sur la tête. Accepter ça, c'est tout accepter. Accepter ça, c'est grave. Accepter de voir un journaliste partir, on n'est pas en guerre. Moi, aujourd'hui, de fait, j'évite d'aller dans certains quartiers. Non, mais partir avec 2 agents de sécurité pour couvrir une information dans Paris, je veux dire, on peut se poser des questions. On n'est pas en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on reproche finalement aux journalistes? C'est quoi?
Ce qui est reproché aux journalistes, c'est tout et rien, c'est tout ou rien, c'est tout et n'importe quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est parti de la liberté, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, de la liberté d'opinion qui est attaquée, la liberté de description qui est attaquée. Dans le documentaire de Roubaix, c'est la liberté de description, d'écrire un fait, et maintenant critiquer. Et maintenant, la liberté juste d'être présent. On ne peut pas être présent sur un sujet, on ne peut pas être présent sur une manifestation, on ne peut pas être présent dans une ville, on ne peut pas être présent quelque part, juste parce qu'on est, et parce que les médias sont critiqués. Et pourquoi les médias sont critiqués? Parce que justement, il y en a aussi qui font de l'autocensure. Donc les bons peuvent payer pour les mauvais, et parce qu'il faut s'attaquer à quelqu'un, et parce qu'il y a une certaine défiance, qui est défiance du politique, défiance du média, défiance du journaliste, et parfois les bons paient pour les mauvais. Après, les zones de non-droit pour les journalistes, c'est apparu il y a déjà pratiquement une trentaine d'années. Moi, je veux vous raconter une anecdote, c'est que c'est à l'époque d'ailleurs, les médias se déplaçaient dans certaines cités ou dans les banlieues avec des voitures siglées. Donc il y avait des voitures RTL, TF1, c'était avant. Maintenant, c'est complètement... Et ça a commencé, alors je vais vous raconter parce que je l'ai vécu, j'ai couvert les émeutes de Sartrouville, je crois que c'était en 92, je crois. Je travaillais pour RTL à l'époque, j'avais une voiture siglée RTL, et il y avait eu un incident entre un vigile et des jeunes de la cité, etc. Il y a eu une nuit d'émeute. Et les policiers ce soir-là ont été, il y avait des cordons de CRS qui affrontaient les jeunes militants, ou jeunes activistes ou voilà, les jeunes émeutiers. Et j'ai voulu aller récupérer mon véhicule à 2 ou 3 heures du matin pour rentrer. Et il était en train d'être retourné par des loulous, et ils ont mis le feu au véhicule. Et donc j'ai été chercher en renfort un commissaire qui était là et qui m'a dit où est-ce que c'est, et il est revenu avec moi, on a fait 100 mètres. Et puis tout d'un coup, on a vu les gars venir vers nous, et donc on a détalé, bien évidemment. Et ce soir-là, je suis rentré avec la voiture Europe 1, je me souviens que c'était Laurence Ferrari, d'ailleurs, qui m'avait ramené chez moi. Et je reviens, pardonnez-moi Alexandre, sur et de ce jour-là, il n'y a plus de voitures siglées dans certains quartiers. Et l'affaire a fait la une du Parisien. Je me souviens que je me suis réveillé le matin et j'ai été annoncé à Olivier Mazerolle, qui était le patron de RTL, que je m'étais fait cramer la bagnole. J'étais un peu embêté, j'étais dans les petits souliers. Et il m'a dit oui, je sais, ça fait la une du Parisien. Et puis il m'a tendu le Parisien, il avait la voiture siglée. Et je reviens sur ça, sur le fait que les journalistes avaient des voitures siglées, la police avait des voitures siglées. Bien sûr, tout ça, c'est listé. Maintenant, les médecins, quand vous le disiez, je rebondis sur votre question sur pourquoi les journalistes se font attaquer. Les médecins se font attaquer, les pompiers se font attaquer, les gens qui protègent se font attaquer, les gens qui informent se font attaquer. Il y a une sorte de généralisation de l'attaque qui est de ceux qui protègent, de ceux qui informent, de ceux qui aident, de ceux qui sont supposés nous aider. Je veux dire, c'est assez stupéfiant. C'est pas facilité par certains dans la profession ou des pseudo-journalistes qui vous attaquent pour islamophobie sur certains plateaux télé. Et pour ça, j'ai fait condamner récemment un chroniqueur qui me traitait d'islamophobe depuis des années, et j'ai obtenu devant le tribunal qu'il soit condamné pour diffamation. Bon, ça va. Christine, et donc il s'est tué. Dans une interview au Parisien, Christine, vous avez déclaré la menace de mort tue la menace de mort. Tout le monde a été victime de ce genre de menace. Zemmour, les chroniqueurs de Cyril Hanouna, et vous rajoutez, d'ici là, il va falloir que le législateur se réveille et agisse. On est d'accord ? Absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me dis, mais que fait le législateur? Que fait le politique? Que font justement ces députés, ces sénateurs, ces ministres qui nous regardent et qui sont en train de regarder? Ah oui, nous aussi, on a reçu des menaces de mort. So what? Pardonnez-moi cet anglicisme. Excusez-moi, mais partons déjà des réseaux sociaux. On se fait insulter sans que personne ne soit interpellé. Je veux très bien que ça soit un travail, mais si on est dans une société où, et je pense que Georges Fenech ne me contredira pas, où on applique simplement le code pénal, on l'applique simplement, tout changera. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un autre pays où on applique la loi et où les gens se font menacer comme ça. Donc je demande au législateur, avant que lui-même n'existe plus et qu'il disparaisse lui-même, et que lui-même soit sous la menace des lois même qu'il ne pourra plus faire. Il l'a déjà. Et qu'il l'ait déjà. Qu'il puisse lui-même se saisir de ce sujet et mettre la démocratie en première pile sur cette table. On a des députés qui sont menacés, agressés chez eux même pour voter des lois sur l'état sanitaire. C'est quoi la solution? Je crois que plus que le législateur, parce que les textes, nous les avons en réalité. Nous avons. Alors sans doute on peut légiférer par exemple sur l'anonymat dans les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais là il y a une zone d'impunité. L'application de la loi. Et si on continue à avoir de simples rappels à la loi dès lors qu'il y a des violences sur des personnes qui représentent l'autorité ou la presse, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut une justice qui soit très ferme
dans la sanction par rapport à ce type d'agression. Je crois que c'est surtout une culture judiciaire qu'il faut absolument revoir. Mais qui est loin d'exister, a priori. Comment? Qui est loin d'exister, a priori. Pour l'instant, moi je n'entends pas, surtout quand je vois les peines qui sont prononcées après les agressions contre des policiers, elles ne sont pas à la hauteur. Et je peux rebondir encore, si vous permettez, Alexandre, pardon. Moi j'adore quand vous rebondissez. Non, mais parce qu'il y a effectivement le code qui doit être appliqué, il y a effectivement toute la procédure judiciaire qui n'est pas appliquée, mais il y a aussi des circulaires, par exemple, comme la circulaire Belloubet, qui a été abrogée par un syndicat de la magistrature, qui a été retoqué par le Conseil d'État et qui n'a pas été abrogée par le ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Alexandre? Ça veut dire que cette circulaire dit « ne mettez pas en prison pour les courtes peines ». Donc, ce qui veut dire que non seulement les textes ne sont pas appliqués, mais en plus de ça, il y a des circulaires où le ministre de la Justice pourrait abroger cette loi pour mettre en prison, et la loi et la volonté est de ne pas mettre en prison. Ça, c'est un très vaste sujet. Oui, les places en mériterait prison, effectivement entre ce qui est dans la loi, en réalité, et ce qui, en pratique, par biais de circulaire, effectivement, se traduit par une mansuétude qu'on ne comprend pas. Voilà. Parce que c'est vraiment un laxisme dans ce genre d'affaires qui entretient ce sentiment d'impunité et donc d'encouragement à persévérer dans cette forme de délinquance. Les textes des politiques disent « ne mettez pas en prison ». Il faut le dire, il faut le souligner. Je pourrais vous en citer, la prison, c'est mal, il faut donc pas... Donc c'est un frein à la réaction. Pour terminer, Christine Bernard, est-ce que ça va changer votre manière de travailler? Ça l'a déjà peut-être fait. Est-ce que vous allez céder? Moi personnellement non. C'est pour ça que je continue de témoigner, etc. Même si certains me conseillent de me taire ou de me faire plus discret sur ces sujets. Non, pas forcément mes proches, ils me suivent, voilà, ils sont courageux. Non, je voulais parler quand même en un mot du djihad judiciaire, parce qu'il y a aussi une autre forme d'atteinte à la liberté d'expression. C'est que, bon, par exemple, ce document sur l'islamisme qu'on a diffusé sur M6, que j'avais produit il y a 5-6 ans, l'UOIF, qui est aujourd'hui le Rassemblement des musulmans de France, a porté plainte aussitôt pour diffamation. Ce qui fait que ce doc, on n'a jamais pu le rediffuser. Et que 3-4 ans après, quand l'affaire a été audiencée, on avait nos avocats, j'étais prêt, etc. Et ben l'UOIF, 2 jours avant l'audience, a retiré sa plainte. Formidable. Donc c'est une forme de censure. Parce que ça nous a empêché. Le mal était fait, puisqu'on ne pouvait pas rediffuser ce document, et c'était une manière de nous condamner au silence. Et ça, j'ai encore du mal à l'avaler. Oui, j'imagine. Christine? Moi, je trouve que si on baisse les bras, c'est-à-dire que tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Mais il faut que vous soyez tous à vous serrer les coudes, quand même. Voilà, il faut qu'on soit tous à se serrer les coudes, il faut qu'on soit tous à militer, non pas attiser la haine, mais prôner la tolérance, prôner l'écoute de l'autre, prôner je veux t'écouter même si je ne suis pas d'accord. Oui, et c'est ce qu'il faut prôner. C'est pas aller contre, c'est aller ensemble et s'écouter et aller vers la tolérance. Donc non, il ne faut pas abandonner et au contraire, il faut avancer et avancer à la tête haute. Il faut que vous vous sentiez soutenus, bien évidemment. Merci beaucoup Christine et Bernard d'être venus sur le plateau d'Agnews Sécurité, parler de ce sujet fondamental. Continuez à nous informer comme vous le savez si bien le faire. Nous, on vous soutiendra et vous avez micro ouvert ici sur Agnews Sécurité. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier débat de l'info à chaud. Suicide dans la police, comment stopper l'hémorragie. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'info à chaud sur ce thème suicide dans la police, comment stopper l'hémorragie. 11 policiers et un gendarme se sont donné la mort depuis le début de l'année 2022. En moyenne, on recense entre 30 et 40 suicides par an, 31 en 2021, 59 en 2019. Un triste record, une statistique de l'association Police en souffrance. Selon le baromètre juin 2021 de la Mutuelle des forces de sécurité, 24% des 6000 policiers interrogés ont reconnu avoir eu des pensées suicidaires ou entendu leurs collègues évoquer ces pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, 39% des agents seraient en détresse psychique selon cette étude. Rythme de travail décalé, violence de plus en plus prégnante, découverte de cadavres d'enfants ou d'adultes, constats sur des affaires
de femmes battues, affaissement du respect aux autorités, additionné à une éducation familiale en berne. Comment mieux protéger les 146 000 policiers et 100 000 gendarmes? À mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Naudin. Bonjour, porte-parole du syndicat de police FSU Intérieur. FSU Intérieur, FSU, ça veut dire? FSU, c'est la Fédération Solidaire Unique. Très bien. C'est un syndicat enseignant à l'origine. Toujours sur ce plateau, Georges Fenech, ex-magistrat. Georges, merci d'être encore avec nous. Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire. Et Michael du blog Sécurité 83 629. Alors, au fur et à mesure, on va parler des raisons, de ce qui a déjà été mis en place, ce qui promet d'être fait par le gouvernement avec des annonces récentes et ce qui devrait l'être. Les raisons, pourquoi, Agnès, en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de policiers qui se suicident? Bon, ça fait des années qu'on en parle, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Je pense que le ministère de l'Intérieur a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils qui on va en parler, mais les raisons, il y en a plusieurs, j'imagine. Alors, il y a toutes celles que vous avez évoquées, et puis il y en a une dont on parle, à mon sens, trop peu. C'est aussi la manière dont la police en interne fonctionne et dysfonctionne, que ce soit sur des problèmes de hiérarchie, de manque d'écoute, ce qu'on appelle la culture du chiffre aussi, qui amène à des situations dans lesquelles ils sont poussés à bout. Il y a aussi les problèmes de nos gardiens qui peuvent constater des infractions qui sont commises par des policiers et qui, par moments, ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et qui se retrouvent dans des situations à être isolés. Ça aussi, ça en fait partie, voilà, sans parler de tout le reste. La pression du terrain et, comme tout à chacun, des problèmes personnels qui peuvent s'ajouter. Exactement, et qui ont beaucoup grandi avec les problèmes des gilets jaunes, parce que c'est un moment où ils ne pouvaient pas poser de congé, et donc il y a une saturation qui s'est mise en place. Et puis après, voilà, après les gilets jaunes, on a enchaîné sur la période du confinement, donc très problématique pour tout le service public aussi. Donc je pense qu'on arrive à un point de crispation dans la police qui est à peu près le même que celui qu'on peut connaître dans la population aussi. Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire, de votre expérience justement. Alors ce sujet, j'ai eu à l'étudier, j'ai fait quelques années à l'IHESI. Pierre Jox était ministre de l'Intérieur, c'était en 1989, et on avait eu une vague de suicides considérable, 1988, 70 suicides dans l'année. Donc c'est un phénomène qui est en effet ancien. Et attention, le suicide, c'est pas le stress, c'est même pas la dépression, c'est le choix, un choix intime, de faire cesser une souffrance, c'est ça qui est derrière le suicide, en se supprimant. Donc cet acte-là, j'ai eu à regarder 70 dossiers à l'époque, des services RH, parler avec des médecins, 70 dossiers individuels de collègues, femmes et hommes, surtout hommes, phénomène très masculin, le suicide, qui était passé à l'acte. Et à chaque fois, on sort cette phrase, il est très difficile de faire la départition des causes individuelles, familiales, des phénomènes de rupture individuelle, notamment les divorces, l'isolement, du facteur professionnel. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est fondamentale. Je vous rappelle qu'il y a un ouvrage majeur qui le dit depuis un siècle, c'est Durkheim qui a écrit un livre qui s'appelle Le suicide et qui considère qu'une société produit quasiment à l'unité près. Donc la question c'est, qu'est-ce qui revient à l'institution? Est-ce qu'on est face à un problème systémique type France Télécom, hein? Je vous rappelle qu'il y a quand même une jurisprudence. France Télécom, 20 morts en 2 ans, avec une position du tribunal de grande instance de Paris qui qualifie le harcèlement institutionnel, alors qu'avant on qualifiait des modes de management individuel qui poussaient au harcèlement. Donc la question c'est, est-ce qu'on est face à un problème systémique, comme on dit dans la police, ou est-ce qu'il faut regarder au cas par cas? Moi simplement, mon expérience, quand je suis passé de la police nationale au privé, je me suis retrouvé dans un grand groupe, j'avais l'impression d'être cocooné, si vous voulez. Médecin du travail très régulièrement, bilan, évaluation, enquête régulière sur l'ambiance au travail. Et c'est vrai que le curseur était très éloigné de ce qu'on a connu dans la police, où tous ces principes-là, même les évaluations psychologiques avant dotation en armement, c'est très compliqué. Maintenant, dernier point, pour ne pas être trop long, les 2/3 des policières et des policiers, surtout les policiers qui passent à l'acte, le font avec une arme de service. C'est là où l'institution est encore plus directement interpellée. 12% de la population générique. Il y a 8000 suicides en France. Donc,
on se suicide, l'employeur donne l'instrument. Oui. Ce qui est évidemment pas rien, si vous voulez. Avec une grande question pour la hiérarchie, c'est la question de la détection de cette souffrance, du signalement de cette souffrance. Et moi, pour avoir eu à désarmer, à faire une procédure de désarmement d'un policier qui est en grande souffrance, croyez-moi que c'est très compliqué, parce que désarmer un policier, c'est le mettre au banc professionnellement. Donc vous voyez, il y a cette question, est-ce qu'on est face à un problème systémique? Est-ce qu'on a les modes de prévention et de signalement, et comment on fait pour évaluer le rapport à l'arme, qui est quand même l'instrument de la mort, parfois même en service. Parce que quand on désarme, en fait, c'est est-ce qu'on va plus l'enfoncer encore en le stratisant, en l'enlevant de la... Exactement, en l'enlevant de la... Qu'ajouter de plus à ce que vient de dire Éric, qui a brossé vraiment l'ensemble, en très peu de mots, et de manière très, très lucide, très claire, cette problématique. J'ajouterais simplement... vous allez partir en vacances ensemble, tous les deux. Non, mais très on relira Durkheim tous les deux. On voit qu'il connaît parfaitement et qu'il a travaillé ce dossier. Avant d'aborder peut-être que faire, j'ajouterais simplement qu'il y a peut-être aussi au sein des forces de l'ordre aujourd'hui une interrogation quasi existentielle, c'est le cas de le dire, sur ce qu'est leur mission. Comment, à partir du moment où vous avez aujourd'hui une contestation très forte de la police, les gilets jaunes, souvenez-vous, suicidez-vous, à partir du moment où ils sentent que la hiérarchie, notamment au plus haut niveau, ministériel, ne soutient pas toujours, vous voyez, on va même jusqu'à les accuser de manière un peu brutale de contrôle aux faciès ou de violence policière systémique. Mettez-vous à la place d'un jeune fonctionnaire de police qui peut-être a aussi des problèmes personnels, familiaux, etc., et qui se sent un peu lâché et qui ne comprend plus la finalité de ses missions. Il rentre dans une période de traumatisme terrible qui peut accentuer cette tendance suicidaire. Je pense que c'est ça aussi. Moi, j'ai en tête les policiers jetant leurs menottes au sol, vous vous souvenez. Et donc, tout cela participe aussi d'un syndrome, je dirais, général dans la police et la gendarmerie. Alors, avant de parler de ce qui a déjà été mis en place, rappelons aussi que les violences contre les policiers ont doublé en 20 ans. Hein. On est passé de 13 000 en 2000 à 31 000 en 2020. Est-ce que l'impunité face justement aux agresseurs, des peines inférieures à 1 an qui ne sont jamais exécutées, finalement, ça décourage aussi les policiers et les gendarmes qui disent on travaille pour pas grand-chose, en fait, voire pour rien? Alors je dirais que la problématique, elle est plutôt de savoir, in fine, c'est-à-dire au bout de la chaîne, si on passe par la justice, l'administration pénitentiaire, c'est une vraie réflexion qu'il faudra avoir sur la philosophie politique pénale de la sanction. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut punir? Est-ce qu'on veut protéger la société? Est-ce qu'on veut accompagner celui qui est en prison à sortir? Et en fait, comme on ne sait pas trop quels sont les paradigmes là-dedans, on a la justice qui applique des règles qui sont les siennes et qui ne sont pas forcément, on va dire, cohérentes par rapport à ce que les policiers, eux, vivent sur le terrain. Mais c'est pas de la faute des magistrats et c'est pas de la faute de l'administration pénitentiaire parce qu'ils n'ont pas de place. Je pense que c'est un manque de réflexion globale sur toute la philosophie de la politique pénale dans notre pays. Qu'est-ce qu'on veut? Et si on répond à cette question, on saura quelle prison on veut, quelle magistrature on souhaite et, in fine, quelle police on veut aussi. Et là, pour l'instant, c'est un peu... Je serai un peu moins nuancé, un peu plus sévère que vous à l'égard de la justice. Je considère que la justice ne remplit pas son rôle dans cette problématique. Souvenez-vous, quand il y a eu les manifestations de policiers, qui étaient quand même assez sans précédent, on a entendu le problème, c'est pas la police, c'est la justice. On a vu à l'occasion du Beauvau, de la police, de l'intérieur, de la sécurité, on a vu une des revendications principales des syndicats de police, c'était la réponse pénale. La réponse pénale. On veut un observatoire de la réponse pénale. La justice ne suit pas. Et elle ne suit pas uniquement pour des problèmes de manque de places de prison ou pour des problèmes d'effectifs qui existent par ailleurs, hein, ça c'est sûr. Il y a une idéologie, il faut le dire, qui a infusé dans le sein de la magistrature et qui a une espèce d'a priori, voilà, favorable pour le délinquant et défavorable pour le policier. Je vous le dis très clairement parce que je l'ai vécu
comme jeune magistrat, je suis passé à l'école de la magistrature, soyez partiaux, soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police, du plaideur contre la justice. Et donc, le policier qui se retrouve dans une situation où il n'ose même plus sortir son arme, même quand il risque sa vie, parce qu'il se dit, je vais me retrouver devant un juge qui va me mettre en examen, etc. Je vais me retrouver devant ma hiérarchie qui va me faire passer au tourniquet, hein, vous connaissez. Donc, vous voyez, je crois que là, il y a aussi une réflexion à porter sur, effectivement, est-ce que notre justice aujourd'hui est impartiale? Est-ce qu'elle est indépendante? On a supprimé la possibilité de prononcer des rappels à la loi, vous avez vu, parce qu'il y a des magistrats qui prononçaient de simples rappels à la loi des agressions de policiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de peine planchée. Il n'y a pas de peine planchée. Et quand il y avait les peines planchées, les juges, beaucoup de juges, descendaient en dessous de la peine planchée en motivant avec des ordonnances. Donc je crois que la justice n'est pas à la pénale, j'entends, n'est pas aujourd'hui à la hauteur de la réponse que mérite un tel sujet, sans quoi c'est le recul de l'autorité. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça. Je vous ai parlé clairement. Hein, voilà. Pour moi, c'est pas du tout ça. Enfin, à la base, déjà, en fait, là, c'est des effets connexes, on va dire. Enfin, au bout de chaîne, effectivement, il y a les agressions, l'augmentation, etc. Mais à la base, en fait, c'est l'employeur. Enfin, pour moi, c'est le ministère de l'Intérieur. Comme France Télécom, ils ont été sanctionnés, condamnés au niveau de la hiérarchie, les directeurs, même jusqu'au PDG, en correctionnel, pour pour une trentaine de personnes suicidées. Pour la police, c'est chaque année, depuis au moins plus de 80, enfin même 89, 96, etc. On va dire que c'est pour faire une correspondance un peu spéciale, ça fait 12 ou 13 Bataclan depuis 96 en policiers suicidés, donc en fait c'est une hécatombe en fait finalement. On voit aussi, je me suis intéressé à ce que fait nos voisins, donc en Europe, notamment en Belgique et notamment au Québec. Eux, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Par exemple, en Belgique, ils sont à un taux quasi égal avec la population civile. Donc, ils n'ont pas plus de suicides dans la police. Au Québec, effectivement, ils avaient eu une grosse vague de suicides dans les années 80, qu'ils ont réussi à abaisser totalement grâce en fait, à une vraie dynamique de leur administration, en fait, un accompagnement. Parce qu'après, du coup, je ne sais pas si dans les écoles de police, est-ce qu'il y a un apprentissage du post-traumatisme? Est-ce qu'en fait on fait ça? Est-ce qu'on fait de la gestion de stress? Ou est-ce qu'en fait on fait pour utiliser un radar pour sanctionner? Alors, on va parler de tout ça justement, de ce qui a été mis en place et ce qui devrait l'être. Mis en place déjà des psychologues, me semble-t-il, Agnès. Oui, le SSPO. Ouais, je crois qu'il y a 100 psychologues environ actuellement qui réalisent pas loin de 40 000 entretiens, en tout cas en 2021, c'était le chiffre. Et un numéro unique d'appel qui permet aux fonctionnaires d'avoir un accès anonyme, confidentiel et gratuit à des psychologues, avec notamment cet échange, cette relation qui se met en place. Oui, enfin, d'après ce que je sais aussi de l'association PEPS, qui justement fait de la prévention au suicide, et qui est une association qui s'est mise en place dans les 2019. Donc, au moment des conventions qui ont été signées d'ailleurs avec PEPS. Il y a des conventions, oui, mais qui ont été signées parce qu'ils se sont rendus compte que finalement le numéro anonyme fonctionnait beaucoup moins bien que cette association, parce que ce sont des policiers qui écoutent des policiers et qui comprennent, on va dire, beaucoup plus l'atmosphère qu'il peut y avoir dans les services, parce que eux-mêmes le vivent dans leur quotidien. Et effectivement, ils ont fait un travail extraordinaire depuis 3 ans maintenant. Mais normalement, voilà, c'est une association qui est entre guillemets à l'extérieur, pour laquelle les organisations syndicales représentatives aujourd'hui, ils demandent à ce que cette association disparaisse. Donc, alors ce que pour l'instant le ministère de l'Intérieur tient bon et n'y accepte pas, mais en même temps, ils ont pallié les carences de l'administration en prenant eux-mêmes en charge et en compte les différentes formations de prévention au suicide. Ils doivent aller au Québec aussi normalement cette année pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Ils ont bien fonctionné. On va en parler. Je voudrais justement, vous parliez de PEPS, qu'on voit un très court clip justement diffusé sur les réseaux sociaux sur ce que fait cette association PEPS.
Voilà, alors ce dont vous parliez, Agnès, je crois que c'est effectivement calqué sur un modèle de Montréal, en fait, ces échanges, dispositif qui a été mis en place il y a 22 ans et qui est désormais considéré comme un modèle du genre. Ça repose sur 4 composantes: campagne d'information et de sensibilisation, une formation d'une demi-journée en groupe pour toutes les unités afin d'apprendre à détecter les signes avant-coureurs et soutenir un collègue en difficulté, et une formation plus poussée pour les sergents et délégués syndicaux qui doivent agir comme des sentinelles, et enfin une ligne téléphonique anonyme d'entraide grâce à des policiers bénévoles. Oui, mais parce qu'en fait, dans la formation, il y a, et en tant qu'officier, je l'ai vécu quand j'étais en école il y a 12 ans, on n'en parlait pas du tout. Alors aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir un module de formation en initiale qui doit durer 2 heures, ce qui est très très relatif par rapport à la problématique. Mais donc c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte et qui innerve pas assez toute la chaîne hiérarchique, que ce soit les commissaires, les officiers ou même les majors qui sont dans le corps d'encadrement, parce que tout le monde est concerné de toute façon. Donc tant que ça ne rentrera pas dans les écoles en formation initiale et continue, ça restera quelque chose qui sera l'affaire de quelques-uns et donc pas suffisant en fait. Je voulais juste rajouter un chiffre concernant cette stratégie mise au point à Montréal. Depuis que ça a été mis au point, eh bien, le taux de suicide a chuté de 79%, soit 4 morts entre 1997 et 2008. Oui. Moi, je suis toujours admiratif de ce que font les Québécois, les Canadiens. D'ailleurs, il y a très souvent des magistrats, des policiers qui vont s'inspirer de ce qu'ils ont mis en place pour la criminologie, pour la pédophilie, pour détecter la dangerosité d'un individu. Ils sont très forts. Donc je pense que là, on ferait bien effectivement de s'inspirer, mais il y a une délégation qui va partir, je crois, à Montréal précisément, pour s'inspirer de ces modèles. Il y a aussi le système de sentinelle. Oui, c'est un peu la même idée qu'il y a au niveau du Québec. Oui, mais le problème, c'est que le temps que ça se fasse, ça c'est souvent aussi des effets d'annonce, le temps que ça redescende et que ça se mette en place. Les sentinelles, ce sont ceux qui sont un peu plus formés que les autres. C'est des policiers volontaires, ces signaux-là. Oui, tout à fait. Qui vont du gardien de la paix jusqu'au commissaire. Exactement. Tout qui sont là pour veiller sur leur père avec des systèmes de repérage. Donc bien évidemment, il faut aussi les former, détecter des problèmes financiers, familiaux et autres que peuvent rencontrer leurs collègues. Mais par exemple, PEPS, eux, ils ont mis en place une formation à l'intérieur qui s'appelle SI... Six, voilà, inspiré d'un protocole israélien qui s'appelle 6C. Et où la formation, elle dure quasiment, je crois, 3 jours, et où on parle beaucoup aussi du stress post-traumatique, etc. Et on est très loin des 2 heures que nous on fait. Donc en fait, si on ne nous donne pas les bons outils pour le faire, ça restera un effet d'annonce. Premier secours psychologique d'urgence qui permet de les préparer à une intervention, de faire attention aux uns aux autres au cours de ces interventions, puis de faire un débriefing rétex de manière spécifique pour essayer d'évacuer effectivement tout ça, ce qui permet de réduire les risques d'apparition de stress post-traumatique. On a très peu d'expérience, on a très peu de pratique du retour d'expérience dans nos institutions qui sont un peu inhibées sur ce Ce qui est drôle, c'est que dans la formation initiale des agents de sécurité armés, il est prévu gestion du post-traumatique, gestion du stress. Ça dure combien de temps? Une dizaine d'heures déjà, de base. Donc l'État impose au privé de le faire. Et de le faire d'ailleurs avec un recyclage, etc. Et pas pour les policiers. C'est assez étrange. Pour les journalistes dont on parlait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir en interview un journaliste, un grand reporter de guerre, d'une grande chaîne de télévision, qui m'expliquait qu'au retour d'Afghanistan ou d'ailleurs, il était pris en charge par une cellule psychologique mise en place par la chaîne de façon à évacuer effectivement tout le stress. C'est ce qui devrait. Moi, je pense que quand des policiers rentrent de mission dans les banlieues, après avoir essuyé des mortiers, etc., ils sont dans un stress, c'est vraiment qu'il faudrait. Est-ce qu'il existe après ces périodes justement de décompression? Je ne crois pas. On n'a pas le temps. On repart sur le terrain. On repart sur le terrain. Donc on ramène ces problèmes à la maison, et donc les problèmes à la maison commencent à émerger. Et puis une fois qu'on a les problèmes à la maison, on les ramène au boulot. Et donc effectivement, la plupart de ceux qui se suicident ont toutes ces problématiques-là qui se sont engluées, et parfois de nombreux mois en avant. Et c'est là où dans la prévention, je pense qu'on n'est pas bon. C'est qu'un policier ne se suicide pas du jour au lendemain quand il a sa femme, ses enfants
enfants et qu'au boulot tout va bien. Donc c'est tout ça, exactement. Et je pense que on est, en tant qu'officier et en tant que commissaire aujourd'hui, on n'est pas assez formé sur ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on voit poindre de plus en plus les problèmes de ce qu'on appelle chez nous les RPS, les risques psychosociaux, et dans lesquels aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent à devoir faire face à des enquêtes de harcèlement qui sont menées aussi par l'IGPN, parce que c'est le seul moyen à un moment donné de dire mais est-ce que enfin il va se passer quelque chose? Donc on est obligé de faire intervenir la justice pour qu'on prenne en compte ces problèmes-là. En fait, du coup, il y a un élément favorable qui va peut-être arriver, que le 8 février, il y a une loi sur les lanceurs d'alerte qui concerne aussi l'administration, où ils pourront dénoncer en fait, des faits sans passer par leur hiérarchie, en passant directement les autorités supérieures, la justice. C'est vrai. Oui. On est en train de monter un collectif de lanceurs d'alerte dans la police. Avec une véritable protection. Oui, justement, il y a une garantie avec cette loi, il y aura une garantie qui est l'anonymat. Donc c'est l'anonymat, mais après, il y en a qui sont prêts aussi, à partir du moment où ils ont les protections qui sont nécessaires, de pouvoir parler aussi à jour, en fait. Est-ce qu'un psy dans chaque commissariat, chaque gendarme, c'est possible, et 2, ça serait utile? Alors oui et non, des psys, il y en a dans certains commissariats, mais plus souvent pour les victimes, on va dire, que pour nous. Ouais. Et je pense que les policiers ont encore une aversion, entre guillemets, pour le psychologue, à aller se confier, parce que s'ensuit, on disait, ils ont peur d'être IVP, d'être désarmés. Enfin, moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là aussi. Une fois, ça m'est arrivé. Voilà, et c'est pas simple. Non, c'est pas moi qu'on a désarmé, mais en tant qu'officier, j'ai dû désarmer quelqu'un. Donc ça a un impact psychologique énorme. Oui, c'est pas évident, entre guillemets, à soutenir, et puis on se retrouve toujours tout seul aussi, parce que c'est celui qui prend la décision qui prend ses patins. C'est pour ça que la démarche canadienne est intéressante, parce qu'elle est collective, elle est menée par les pairs, elle est proactive. Parce qu'aller voir un psy ou appeler un numéro d'urgence, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Surtout, moi j'ai vu, j'ai interrogé certains psychiatres qui avaient suivi ces policiers qui étaient passés à l'acte. Il dit, vous avez aussi, sans faire de la psychiatrie de bazar, vous avez aussi cette spécificité qui est le fait que le policier est détenteur, est garant de la loi et dépositaire de l'autorité. Et donc qui le met en conflit, c'est ce que Freud appelait le surmoi, c'est cette espèce d'idéal qui le met en conflit avec sa pratique quotidienne. Donc il y a quand même cette spécificité policière, qui est le détenteur de l'autorité ne va pas volontiers se confier à un psy, il va difficilement fendre l'armure par rapport à d'autres professions, dans l'enseignement par exemple, où il y a quand même beaucoup de dépression. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que souvent c'est plus difficile de gérer un enfant qu'un terroriste. C'est une vieille blague, mais elle est vraie. Il y a malheureusement aussi des suicides dans la magistrature. Il y a eu une jeune magistrate qui avait 2 ou 3 ans d'expérience. Quoi, trop de dossiers? Elle ne se sentait plus en capacité de remplir correctement sa mission jugée. Elle s'est suicidée et ça a entraîné d'ailleurs ce mouvement de grève générale. Vous voyez qu'à partir du moment où vous avez une fonction à responsabilité comme dans la police ou la justice, vous avez le sentiment d'un échec, ça peut contribuer effectivement à des tendances. Et parce que quand on est jeune, on rentre avec une image et un idéal de justice et de police. Et quand on se retrouve au bout de 2-3 ans et qu'on se dit mais en fait, c'est déconnecté de ce que si tu fais une caricature, je suis rentrée pour la veuve et l'orphelin et je me retrouve à vérifier des passes sanitaires. C'est ça exactement. C'est la chute brutale. Et donc on revient sur la perte de sens, comme vous le disiez, où on ne sait plus, où on sait plus et où on se retrouve à être mis en défaut sur des contrôles aux faciès, mais parce qu'en même temps, la politique du chiffre fait en sorte que ces contrôles aux faciès se fassent de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement, parce qu'il va y avoir une chasse à la bâtonnite, ce qu'on appelle chez nous, une infraction constatée et une infraction élucidée. Et les primes découlent de tout ce système-là. Et donc, en fait, de manière quasiment inconsciente, mais très cohérente, les policiers se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, pour des intérêts qui sont même pas collectifs, qui au final sont individuels. C'est le management qui pose problème principalement. Non, c'est pas forcément le management, si, parce qu'après les officiers pourraient très bien dire, et j'en ai connu, qui disaient non mais moi si vous me demandez de faire ça, je suis pas d'accord parce que ça n'a pas de sens et que c'est dans votre intérêt personnel à vous et non pas dans l'intérêt du collectif. Mais oser dire à son patron ou à sa patronne dire non, ça je vais pas le faire, ça veut dire risquer d'avoir une mauvaise note, de pas pouvoir avoir une mutation et
etc. etc. Donc en fait, on se ramasse sur soi. Il y avait aussi, il y avait aussi un point médical qui avait cité plusieurs médecins du travail que j'ai rencontrés. C'est le fait que un policier en dépression, c'est une maladie, il ne faut jamais oublier, c'est une pathologie, on ne connaît pas tout du cerveau, il est très réticent à suivre un traitement à base de psychotropes, c'est-à-dire des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques, parce que ça le met après, tu peux plus bosser, hors service, si vous voulez, des tremblements, etc. Donc il y avait aussi ce refus de suivre un traitement qui va vous annihiler en quelque sorte professionnellement. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est compliqué. Hein. Donc la prévention, proactivité avec les pairs, c'est vraiment une réponse qui a fait ses preuves. À propos de management, dans un excellent article de Christophe Cornevin dans Le Parisien, c'est le directeur général de la police nationale, Frédéric Véot, qui annonce que sera renforcer les moyens de médecine de prévention, relancer la pratique du sport et adapter un management différent appelé exercice bienveillant du pouvoir hiérarchique. Vaste programme. La bienveillance, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui s'apprenne en école. Hein. Ça fait partie de soi, c'est une question de personnalité aussi. Donc je pense que ça joue. Dans les autres solutions qui ne sont toujours pas mises, entre guillemets, à l'honneur, mais que je trouverais ça intéressant de l'expérimenter tout du moins, c'est sur le système des notations, justement, parce que c'est ça qui irrigue beaucoup tout le reste. C'est de savoir si on ne pourrait pas transformer ça en système de notation à 360. C'est-à-dire que chaque personne qui est en situation de manager des personnes soit aussi notée par ceux qui sont en dessous et non pas tout le temps par ceux qui sont au-dessus. Parce que je pense que ça changerait aussi les comportements, les manières de faire et peut-être qu'il y en a qui seraient un peu plus bienveillants. Georges, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été parfaitement dit. Moi, je suis un peu surpris, c'est une déclaration de Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a affirmé que l'essentiel des suicides avait un lien direct avec la vie personnelle et non pas professionnelle. Oui, il a ajouté que quand même, on doit tenir compte aussi des problèmes professionnels. Oui, mais enfin, il a dit ça quand même. Oui, on le dit toujours, à chaque suicide, il y a encore ce malheureux maire de Rezé, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'est pendu dans sa mairie. Le procureur dit, on a beaucoup de mal, il recevait des lettres de menaces, on a beaucoup de mal à faire la part entre la motivation professionnelle. Donc ça revient, et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Néanmoins, il y a quand même une sursuicidité professionnelle au niveau de la police nationale française. Quand on la compare, voilà. Et c'est pour ça que c'est quand même un problème qui est devant nous. Oui, et puis si jamais l'administration reconnaît que le suicide a des causes professionnelles, ça veut dire que la personne, elle meurt en service, et donc du coup, de manière administrative et financière, c'est pas du tout le même circuit. Donc l'administration, en règle générale, le système, je veux dire, effectivement, on aura plutôt tendance à renvoyer la balle au niveau du privé parce que du coup, ça lui coûtera moins cher. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a des veuves et des orphelins, des fois. Hein. On suivra de près les avancées concernant ce process inspiré du Québec. Merci à tous d'être venus sur le plateau de l'Info à Chaud sur Radio Sécurité. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.